batipie bandeke na likolo bakolela ye bandeke na likolo bakobanza ye soki zamba tende to soki wapi ye zamba o zamba zamba ye. Mission prophétique de l'Église et communion épiscopale. Déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO à l'issue de la session extraordinaire de l'Assemblée plénière du 23 au 25 mars 2026. Nous, cardinal, archevêques et évêques membres de la SENCO, réunis en session extraordinaire de l'Assemblée plénière du 23 au 25 mars à Kinshasa, nous sommes penchés sur notre mission prophétique et le vécu de notre communion épiscopale. Fidèle à la parole de Dieu, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, encourage. 2 Timothée 4:2, à la tradition et marchant sur les pas de nos vénéreux prédécesseurs, cardinaux et évêques, nous réaffirmons notre détermination à poursuivre contre vents et marées notre mission prophétique. Notre objectif est de contribuer, entre autres, à la promotion de la dignité inaliénable de la personne humaine et au bien-être du peuple congolais. Dès lors, face à la situation sécuritaire et humanitaire dégradante de notre pays, nous ne saurons nous taire. Comme l'a si bien dit le pape François lors de son voyage apostolique dans notre pays, l'Église ne peut pas rester indifférente ou muette face aux injustices et aux douleurs qui frappent les populations. Certes, la communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une et l'autre et autonomes dans le domaine qui est le leur, mais elles sont appelées à collaborer car toutes deux sont au service de la vocation personnelle et sociale de mêmes hommes. L'Église a donc le droit de prêcher la foi en toute liberté, d'enseigner la doctrine sociale sans aucune entrave, de porter un jugement moral, même sur des affaires qui regardent l'ordre politique, quand les droits fondamentaux de la personne humaine et le salut des âmes l'exigent. Gaudium et Spes, numéro 76. Soucieux de la paix et de la sacralité de la vie humaine, nous sommes convaincus que le dialogue est supérieur à la guerre. Comme l'a affirmé avec justesse le pape François, la guerre est toujours un échec de la politique et de l'humanité, une capitulation honteuse. Fratelli Tutti, numéro 7. Ainsi, rappelons-nous la pertinence de l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble à RDC et dans la région des Grands Lacs, à ne surtout pas confondre avec un dialogue visant le partage du pouvoir. Par ailleurs, nous tenons également à réaffirmer que la communion est un principe sacré de la synodalité ecclésiale et de la collégialité épiscopale. C'est dans cet esprit que sont toujours élaborés les messages et déclarations de la SENCO. En outre, nous sommes bien conscients que certaines personnes s'évertuent sournoisement à discréditer notre mission, à s'aimer la zizanie entre nous ou
à nous engager à une sorte de guerre de religion, raison pour laquelle nous exhortons nos fidèles catholiques, les femmes et les hommes de bonne volonté, au discernement, à la prudence et à la bienveillance. À l'approche des fêtes pascales, puisse le Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Reine de la paix, bénir la RD Congo et son peuple. À la signature, tous les évêques membres de l'Assemblée plénière présents à cette réunion, à cette assemblée, je vous remercie. C'est le journaliste Corneille Mbaki du média Actu 30. Monseigneur, vous avez fait mention du dialogue qui doit prévaloir sur la guerre et notamment mention aussi de votre initiative sociale. Alors, on sait que maintenant, au sein de la classe politique, notamment du côté de la majorité, on parle plus d'un dialogue qui doit se tenir dans un cadre institutionnel, comme si l'initiative du pacte social est plutôt conjuguée au passé. Et l'autre question, je voulais savoir au cours de l'Assemblée plénière, quelle a été notamment la lecture des évêques quand on voit au sein de la classe politique, ces derniers jours on parle plus de changement de la Constitution, plus des dialogues et pas notamment beaucoup plus des sujets de la guerre et de la crise. Quelle est la lecture des évêques par rapport à ça? Je suis Dorcas, journaliste de la radio 7. Monseigneur, cette déclaration revient sur la nécessité de la mise en œuvre du pacte social. Alors, quelle est la nécessité, la spécificité de ces pactes par rapport au dialogue qui ont lieu dans ces pays? Je suis Joël Boussaï, journaliste de la radio catholique et Monseigneur, j'ai 3 questions. Primo, c'est par rapport à la lettre attribuée à son Excellence Emmanuel Kassanda, évêque de Bujimaï. Est-ce que la lettre fragilise pas les autorités morales de la SENCO? Ma première question. La deuxième, dans le même lettre attribuée à Monseigneur Emmanuel Kassanda, qui parle que les évêques sont invités à être, les évêques doivent être silence et rester au milieu du village. Par rapport à cela, quel est votre point de vue étant que secrétaire de la SENCO? Et pour finir, plusieurs religieux congolais ont constaté que la leadership des religieux attaque plus la position du gouvernement. On a fait un constat que l'Église attaque beaucoup plus le gouvernement qui dirige les RD Congo. On veut savoir en réalité la position de l'Église par rapport à ça. La première question de l'acte 30, avec le discours, la position de pouvoir d'un dialogue dans le cadre constitutionnel, il considère que le pacte n'est pas pris en compte. L'initiative Pacte social est avant tout une initiative pastorale des 2 églises, l'ECC et la SENCO, dont l'église protestante et l'église catholique. Les pasteurs des 2 églises, dans leur ensemble, je dis bien dans leur ensemble, parce que du côté de l'ECC, le synode qui réunit les présidents des provinces, par plusieurs fois, même dernièrement, en se réunissant, vous avez lu leur message, ils sont revenus là-dessus. Du côté de la SENCO, tous les évêques à l'Assemblée plénière du mois de mai de l'année passée, et tout comme dans ces messages, ils ne reviennent là-dessus. Donc, tous les pasteurs des églises protestantes et catholiques sont convaincus que dans la situation où se trouve le pays aujourd'hui, il s'agit de la situation de la crise, principalement la crise sécuritaire qui a un impact sur l'économie, sur la politique, sur le social. Les pasteurs de 2 évêques dans leur ensemble sont convaincus que sans impact social, dont le dialogue politique n'est qu'un aspect, ils ont insisté, nos évêques, ils ont dit à ne pas confondre avec
un dialogue qui vise le partage du pouvoir. Je reviendrai parce que c'est une autre question. Alors, vous comprenez que c'est une offre, et nos pères évêques, je reviendrai, ont décrit cette initiative qui montre son indispensabilité dans le temps. Donc, ils sont convaincus que si on ne passe pas par là, si on ne passe pas par la réconciliation des communautés qui suppose aussi un dialogue des communautés, si on ne passe pas par l'éclaircissement de cette crise dans ses causes profondes par nos experts, on ne s'en sortira pas. Les acteurs politiques sont libres, mais ce qui est vrai, si ce n'est pas prenable aujourd'hui pour des raisons politiques, demain le pays n'aura pas de choix. C'est la conviction des pasteurs, on y reviendra. Je crois que l'histoire a suffisamment démontré que souvent quand les pasteurs se mettent ensemble, appelés discernement, lèvent une option sociale, l'avenir finit par leur donner raison. Nous continuons à prier comme pasteurs pour que le Seigneur illumine les uns et les autres pour la matérialisation de cette initiative. À propos du changement de la Constitution, les évêques, dans leurs échanges, ont pris connaissance de cela, mais bon, ils ont réitéré leur position. La position de la SENCO n'a pas changé. Le principe de la révision de la Constitution est constitutionnel. La Constitution, parce que nous sommes dans le respect de l'ordre constitutionnel. La Constitution elle-même prévoit les modalités de révision de la Constitution. La Constitution elle-même décrit les articles qui ne peuvent pas être révisés. Mais les évêques se prononcent par rapport à l'opportunité, par rapport aux circonstances. Pour les évêques de la SENCO, dans les contextes sécuritaires actuels, ce serait hasardé d'ouvrir ce chapitre-là de révision de la Constitution dans un contexte qui n'est pas consensuel. Donc c'est une la même position déjà rendue publique que les évêques réaffirment. Alors, quelle est la spécificité de ce pacte par rapport au dialogue? Peut-être que je me ferai compléter après par nos techniciens. Il y a le prof Didier Moumengi, notre secrétaire, il y a Cyril qui sont là. Mais de manière brève, le dialogue politique pour nous, ce n'est qu'une étape. Mais l'initiative insiste beaucoup sur le dialogue des experts. Le dialogue des experts parce que un dialogue politique qui ne prendrait pas en compte les causes profondes de la crise aujourd'hui, un dialogue politique qui se limiterait au parti de pouvoir, donnerait priorité à satisfaire l'égoïsme des politiciens plutôt qu'à résoudre la question de la paix que nous voulons durable. Les conflits ne datent pas d'aujourd'hui, mais les résultats des dialogues politiques sont là. Donc on n'a pas bénéficié de la paix durable malgré les dialogues politiques. Donc il faudrait quelque chose de différent. La différence ici, il y a d'abord l'apport des experts, mais aussi l'apport du dialogue des communautés. Ça, c'est très important. Vous pouvez signer un accord politique si vous mettez de côté la dimension dialogue communautaire de ceux qui doivent faire la paix au quotidien. Vous perdez votre temps, la paix ne sera pas durable. Voilà des éléments que je peux relever qui peuvent être complétés éventuellement. Donc le dialogue politique ne peut être profitable que dans un contexte où la nation est éclairée par rapport aux causes profondes de la crise. Les scientifiques donneraient des recommandations, mais les politiques, c'est ça l'avantage du dialogue politique, pas pour partager le pouvoir d'abord, mais pour traduire les recommandations des scientifiques en feuille de route politique pour que la gouvernance du pays change et que les Congolais vivent mieux et que la paix s'installe pour de bon. Alors, la troisième question.
par rapport à la lettre attribuée à Monseigneur Kassanda dans sa préoccupation, est-ce que ça ne fragilise pas les évêques de la SENCO? Bon, je crois que d'abord, ce n'est pas le contenu de la lettre, de la déclaration que je vous fais, mais je réponds quand même à cette question. Je crois que c'est la déclaration actuelle a deux volets. Si les évêques ont insisté sur ces deux volets qu'on retrouve dans les titres, mission prophétique de l'Église et communion épiscopale, c'est parce qu'ils ont constaté qu'il y a une manipulation, il y a des gens de mauvaise foi qui veulent mettre à mal la mission prophétique de l'Église. Voilà pourquoi les évêques ont réaffirmé, donc ce n'était pas d'abord pour parler dialogue, mais pour réaffirmer la pertinence de leur mission prophétique. Parce que nous entendons dans les réseaux sociaux des gens, des armées numériques qui s'organisent pour accuser l'Église de faire la politique. Les évêques sont rentrés ils ont interrogé leurs sources. La parole de Dieu, la référence est là, je l'ai lu, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, encourage. C'est la parole de Dieu. 2 Timothée 4, 2. Les évêques se sont référés à la tradition et au magistère de l'Église pour montrer que ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que l'Église, le magistère, nous recommande. Ils ont cité, par exemple, le texte de Vatican II qui reconnaît l'autonomie de la communauté politique, l'autonomie de l'État, en même temps l'autonomie de l'Église, mais qui insiste en même temps sur la collaboration nécessaire parce que les deux, la communauté politique comme l'Église, sont au service de la vocation personnelle et sociale de mêmes hommes. Mais le Vatican II insiste sur le droit inaliénable de l'Église de prêcher la foi en toute liberté, d'enseigner la doctrine sociale de l'Église sans entrave, mais aussi de porter le jugement moral sur la vie du pays, même en matière politique. Ils ont donné les références. Et le plus intéressant, c'est que le pape François leur a dit dans cette même salle ici, ils ont fait référence à cela, l'Église ne peut pas rester indifférente ou muette là où il y a injustice, là où la population souffre. Permettez-moi que je vous lise l'extrait auquel les évêques font allusion. Vous allez comprendre que ce que la SENCO fait, c'est vraiment ce que l'Église veut. Je vous lis, suivez-moi bien. C'est le pape qui parle aux évêques et c'était dans cette même salle. J'étais témoin oculaire, auriculaire. Je vous prie de ne pas négliger le dialogue avec Dieu, de ne pas laisser le feu de la prophétie s'éteindre à cause des calculs ou des compromis avec le pouvoir, ni à cause d'une vie tranquille et routinière. Face au peuple qui souffre et face à l'injustice, l'Évangile exige que nous élevions la voix. Quand nous élevons notre voix, selon Dieu, nous risquons. C'est ce qu'a fait l'un de vous, de vos frères, le serviteur de Dieu, Monseigneur Christophe Muziriwa, un pasteur courageux et une voix prophétique qui a gardé son peuple en offrant sa vie. C'est le pape qui a parlé aux évêques. Voilà donc les évêques membres de la SENCO ont saisi cette occasion pour se réconforter davantage. Vous comprenez, avec tout ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de la déclaration, que c'est affirmer le caractère sacré de la communion dans la synodalité de l'Église, dans la collégialité épiscopale. Alors,
compte tenu de tout ça, avec cette déclaration signée par tous les évêques, y compris Monseigneur Bernard Kassanda, parce que vous avez parlé de lui, ont réaffirmé haut et fort que nous sommes dans les bons, dans notre mission prophétique, et nous restons ensemble en communion. Et cela est très important. Et ils ont dit dans cette déclaration, c'est dans cet esprit que sont élaborés tous les messages et déclarations de la SENCO. L'unité ne signifie pas l'unanimité. C'est tout à fait possible que dans le collège des évêques, l'un ou l'autre membre puisse avoir une perception qui est sienne, une idée, une opinion qui est sienne, mais cela ne détruit pas la communion de l'Église. Donc, la SENCO, avec cette déclaration, montre au monde entier qu'elle n'est pas fragilisée par, comme les certains ont voulu le faire croire. Alors, une autre question. Est-ce que la SENCO doit être silencieux au milieu du village? Bon, il y a un silence prophétique, mais il y a l'exigence, comme je l'ai évoqué ici, d'intervenir à temps et à contre-temps. C'est la parole de Dieu qu'il existe au milieu du village, oui. Alors, il y a un autre intervenant qui prétend que la SENCO n'attaque que la position de gouvernement. Je crois que dans cet extrait de la parole de Dieu, j'ai cité, ça se termine par encourage. Pas seulement dénoncer le mal, mais aussi encourager. Si vous êtes de bonne foi, vous revisitez les messages de la SENCO, vous verrez que dans plusieurs endroits, la SENCO encourage, la SENCO reconnaît le bien, la SENCO salue des bonnes initiatives identifiées de gouvernants. Mais si vous êtes aussi... Il est vrai que la SENCO a toujours été très critique dans son rôle, dans sa mission prophétique. Mais si vous êtes resté attentif, depuis que la SENCO et l'ECC ont lancé cette initiative Pacte social, ils se sont réservés de condamner la gouvernance du pays. Ça, je mettrai au défi quiconque me montrera dans le message de la SENCO, depuis qu'on a commencé cette initiative, un endroit où, comme d'habitude, la SENCO critique le gouvernement. Ce n'est pas qu'il n'est pas à critiquer, ce n'est pas qu'il n'est pas à dénoncer, mais c'est pour sauver l'initiative de pacte. C'est dans la même logique que les évêques n'ont pas voulu, quand bien même que plusieurs fois, ils ont condamné le M23, le Rwanda, ils n'ont pas voulu le faire maintenant, dans la même perspective, pour donner la chance à une initiative qui pourrait trouver et nous aider le pays à sortir définitivement de cette crise. Donc c'est une stratégie pastorale. Donc ce que vous avez observé du côté de l'attitude que vous avez observée de la SENCO, du côté de l'opposition armée ou autre, c'est la même attitude que vous avez constatée de la SENCO par rapport au gouvernement. Je crois avoir répondu à toutes les questions. Le pacte part d'un constat. Notre société est dans une crise persistante depuis 1960. Et les pactes républicains post-coloniaux n'a duré que 10 jours. Le 11 juillet 1960, la sécession catholique s'est déclenchée et depuis lors, hormis le trêve, nous sommes constamment en guerre. Les deux églises, la SENCO et l'ECC, ont pensé 66 ans après, il faut s'arrêter, interroger notre histoire et redonner à notre pays un nouveau contrat social. C'est ce contrat social-là que les deux églises ont appelé le pacte social. Ce pacte social a 4 jalons structurels, et c'est ça qui est singulier. Le premier jalon
est lancée par la grande pastorale de la paix. Et au cœur de cette pastorale, il y a les dialogues de communauté. Pourquoi la CNCODCC ont pensé au dialogue des communautés? Parce que l'article 10 de notre Constitution situe l'identité ou la nationalité congolaise à l'appartenance à l'une des communautés existantes dans notre pays au 30 juin 1960. Il se trouve que les communautés sont en perpétuel conflit. On ne peut pas nier la dimension conflit intercommunautaire dans la guerre que nous déplorons. Et ces conflits intercommunautaires ne sont pas qu'à l'est. Au port de Kinshasa, sévit depuis quelques années déjà un conflit intercommunautaire meurtrier à plusieurs facettes. D'ailleurs, comme au nord de notre pays avec les Similés, ou au nord-est, le conflit entre les Moulés et les Légolas. Je vous épargne les conflits intercommunautaires à l'est jusqu'au nord Katanga. Alors, on ne peut pas parler de paix au niveau politique lorsque la substance essentielle de l'existence nationale est en fragmentation au niveau communautaire. Voilà pourquoi les évêques ont pensé que l'activité déclencheuse soit la grande pastorale de la paix au cœur de laquelle aurait le dialogue communautaire. Et les églises sont très avancées avec cette initiative de dialogue de communauté, et même une initiative pilote est projetée pour expérimenter un nouveau type de dialogue des communautés. Et les évêques ont pensé par après que notre société doit se réconcilier avec les savoirs stratégiques et avec l'intelligence tout court, parce que nous avons, c'est un constat d'évidence, tourné les dos aux intelligences. Et c'est aussi une explication non négligeable des événements que nous déplorons dans notre pays. Alors les évêques et les pasteurs ont jugé qu'il faut aussi convoquer des intelligences congolaises qui aujourd'hui rasent les murs, qui aujourd'hui sont déconsidérées dans notre société. D'abord pour les réhabiliter. Et au travers de cette réhabilitation, réinstaller l'intelligence au centre de tout ce que nous faisons et au cœur de tout ce que nous voulons pour notre République. C'est cela le dialogue et s'espère. Monseigneur Cholet l'a dit tout à l'heure, c'est pour que les intelligences congolaises du pays comme de la diaspora donnent aux acteurs politiques le fait de route de redressement accéléré de notre pays, dans tous les domaines, dans tous les territoires. Et les évêques et les pasteurs ont souhaité que ces feuilles de route soient assorties des calendriers de mise en œuvre les plus stricts, les plus rigoureux, les plus réalistes, pour que ces feuilles de route fassent le socle du compromis politique, troisième jalon du pacte social. Les compromis politiques ne peuvent pas seulement se fonder comme à l'accoutumée sur le partage du pouvoir. Les compromis politiques doivent avoir comme socle le feuille de route du redressement accéléré de notre pays d'ici à l'horizon 2060. Parce que les deux églises ont jugé qu'il serait inconcevable que nous célébrions le centenaire de l'indépendance de notre pays dans des conditions de misère, de pauvreté, de sous-développement et de guerre. Et le dernier jalon de l'initiative du pacte social, et c'est ça, c'est la singularité, c'est qu'il faut que nous allions dans la région avec nos intelligences du co-développement, nos intelligences du bien vivre ensemble transfrontalier et nos volontés de bâtir une paix qui ne privilégie pas les uns et sacrifie les autres. Voilà pourquoi les derniers jalons, c'est la
conférence internationale, d'abord pour la paix dans le Grand Lac, ça c'est le premier volet, et ensuite la conférence internationale financière pour la reconstruction post-conflit de notre pays. Vous savez, vous connaissez l'histoire du mouvement de peuple. On a toujours pensé que la Nakba était le plus grand mouvement des réfugiés politiques dans le monde, lorsque les Palestiniens ont quitté leur terre natale. Mais c'était que 500 à 700 000 Palestiniens qui ont quitté la Palestine. Mais en 94, du jour au lendemain, 1 400 000 Rwandais se sont installés sur nos terres. Et les Congos de 94, lors du génocide de Rwanda, jusqu'aujourd'hui, est le seul pays qui paye les plus lourds tributs de ce qui s'est passé au Rwanda, alors que là, c'était une non-assistance manifeste du peuple rwandais en danger, et le coupable, c'était la famille mondiale. Voilà la singularité de l'initiative du pacte social. Merci. C'est ces 4 jalons-là, et je vous remercie. Depuis que la Senko est Senko, depuis Maloula jusqu'à ces jours, est-ce que les dons de l'Église catholique face aux injustices contre les droits de l'homme a changé? La deuxième question, est-ce qu'il y a des documents de l'Église qui donnent les droits aux prélats, aux évêques, de s'intéresser à tout ce qui touche aussi à la politique et à la société? La troisième question, est-ce que la mission prophétique de la Senko se résume seulement à prêcher l'évangile? Merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis le journaliste correspondant de la chaîne Beaucoup de télévision. J'ai une petite question. Ma question est celle-ci. Le dialogue que vous proposez est-elle une solution réelle ou une solution pour vos intérêts ou pour le partage du gâteau? Merci. Dadi Songo pour le compte de TV5 Monde. Monsieur le porte-parole et secrétaire général de la Senko, vous étiez dernièrement aux États-Unis, peut-être pour autre chose. J'aimerais poser une petite question. Que pense la Senko des accords économiques signés avec les aides des États-Unis sur le minerai électrique et la démocratie? Deuxième et dernière question. La CENI avait publié son calendrier pour les élections de 2028. En 2026, déjà, beaucoup de choses devraient se passer. Je sais que l'Église catholique a toujours suivi de près le processus électoral. Et déjà, on sait que ces calendriers risquent de poser problème. Là, vous avez parlé de la Constitution qui prévoit certains articles qui sont révisables. Mais à la vue mouvement des choses, on voit 2028 pas pour une année ou 2 ans, mais on sait que les élections c'est pour bientôt déjà. Félix Tshisekedi a une mission et non un mandat. C'est lié à la guerre dont vous parlez dans vos propos. Vous pensez que l'Église pourra aussi se mettre dans l'ordre de bataille comme en 2016 pour qu'il n'y ait pas de risque? Merci. Dans la déclaration que je viens de lire, qui est brève mais vraiment condensée, les évêques affirment de rester fidèles non seulement à la parole de Dieu, mais aussi à la tradition et à leurs vénérés et vénérables prédécesseurs. Qui sont-ils? Je vois le cardinal Maloula, je vois le cardinal Monsengo, je vois le cardinal Tiao, je vois Monseigneur Bakole, je vois Monseigneur Moziriwa, je vois Monseigneur Kabanda. Pour ceux qui connaissent l'Église du Congo, ils savent ce que ces évêques ont eu comme engagement pour le bien-être du peuple congolais. Et les évêques disent de rester fidèles à eux, à leur héritage,
Donc, ils considèrent ça comme un héritage très précieux. C'est pour dire que ça n'a pas changé, ce sont les circonstances qui ont changé, et non l'attitude, non le ton. Bon, le document de l'Église, je crois que je fais allusion ici à Lumen Gentium. J'ai donné même dans le texte, vous avez ces références-là. C'est pour dire que la SENCO n'agit pas seulement par rapport à la réalité du Congo, mais par rapport à la doctrine sociale qui est universelle et consignée, particulièrement dans le décret conciliaire Lumen Gentium, notamment le numéro 76. J'ai cité le pape François dans Fratelli Tutti, les références sont dans le texte, c'est remis. Et par rapport à au dernier volet de votre question, si la mission de la SENCO devrait se limiter à prêcher l'évangile, je crois que les textes évoqués sont clairs là-dessus. Il y a Lumen Gentium qui commence par parler par la nécessité de prêcher la foi, prêcher l'évangile, mais qui insiste aussi sur l'enseignement de la doctrine sociale, qui insiste aussi sur le jugement moral par rapport aux réalités existentielles, entre autres ce qui regarde la marche politique dans la mesure où le bien-être du peuple congolais en dépend. Donc, les documents conciliaires disent ceci: si les droits fondamentaux de la personne humaine et le bien-être de la population l'exigent, en plus de prêcher l'évangile et la foi, l'Église doit porter un jugement moral sur des réalités, même politiques. Ce n'est pas la SENCO, c'est la doctrine sociale de l'Église. Voilà pourquoi les évêques appellent au discernement du peuple de Dieu, aux hommes de bonne volonté, par rapport à ceux qui veulent sournoisement combattre la mission prophétique de l'Église en faisant croire qu'on est des politiciens en soutane. Je crois qu'avec cette déclaration, vous avez compris que l'ensemble des évêques soutiennent cette mission pour laquelle ils s'expriment régulièrement, dont moi, votre pauvre serviteur, je ne suis qu'un porte-parole. Maintenant, avec cette déclaration, vous comprenez que quand Monseigneur Nchole parle, ce n'est pas parce qu'il veut faire la politique, c'est parce que les évêques ont parlé, c'est parce que les évêques sont obligés de parler, comme l'a recommandé le pape François, comme le recommande le Concile Vatican II. Le deuxième intervenant par rapport au dialogue, excusez-moi, après ce que j'ai expliqué, après ce que le prof Didier Moumengi a expliqué, je ne vois plus ce que je dois ajouter. Quelle est l'attitude de la SENCO par rapport aux accords économiques? Je crois que la SENCO, d'abord, n'a pas eu une session spéciale pour ça, mais lors de la session de février, les évêques ont reçu un expert, un professeur, qui est venu éclairer leur lanterne sur ces accords. Puisque je suis porte-parole, je ne peux me limiter qu'à ce qu'ils ont déjà dit officiellement. Si vous revisitez leur message du mois de mai, si ma mémoire fonctionne encore, c'est une grâce que le Seigneur m'a donnée, vous lirez et vous allez voir quelque part, ils ont affirmé deux choses. Ce sont des pas dans la bonne direction, mais qui appellent d'être complétés. Ça signifie ceci: les accords économiques ne porteront pas les résultats s'il n'y a pas de paix. Comment est-ce que les investisseurs américains viendraient investir ici dans le contexte actuel où tel que ça bouillonne, et surtout que les mines visées sont justement dans le lieu à problème? Ça, c'est élémentaire. Et les évêques ont dit quelque chose d'important. Ils ont dit: les ressources naturelles
ont une destination universelle, ils acceptent. Mais ils doivent prioritairement profiter au peuple congolais. Voilà les recommandations qu'ils ont faites, sous réserve de ce qui est réservé, les annexes dont nous ne sommes pas en connaissance du contenu. Et voilà. Alors, RFI, non, par rapport à la CENI, je crois que nos techniciens sont en train de préparer un atelier là-dessus. Donc, la CENCO prend à cœur la question, mais quand les évêques se prononcent, soyez rassurés qu'ils ont déjà écouté leurs experts. Maintenant, nos experts sont en train de travailler. Donc, ce n'est pas le moment pour la CENCO de se prononcer là-dessus. Par rapport à ce qui parle en termes de changement de constitution, je dirais ceci. Si les évêques, quand bien même la révision constitutionnelle est constitutionnelle, les déconseillent dans le contexte actuel, à plus forte raison le changement de constitution. De toutes les façons, ce que nous entendons ici et là, mission par mandat, ce sont des discours politiciens. Bon, les évêques n'entrent pas là-dedans. Et ils observent, soyez rassurés qu'ils sont très vigilants. Ils reviennent régulièrement sur le respect de l'ordre constitutionnel. Et c'est sûr que c'est par rapport à cela qu'ils vont prendre des positions, et comment le faire au moment opportun, je ne le sais pas. Zamba, zamba, zamba yoko boko la bigwele, zamba yoko bomba kama titie, bandeke na likolo bakolela e, bandeke na likolo bako banza e, soki zamba tende to soki wapie.